Dans les archives poussiéreuses du couvent de Sainte-Marguerite nichées dans les collines désolées du Jura français, un registre demeure depuis plus de 2 siècles, ses pages jaunies par le temps et l'humidité. Ce livre, découvert en 1923, lors de la démolition de l'ancien hospice, porte la signature tremblante de sœur Héloïse Beaumont et contient 118 noms, tous soigneusement rayés, d'une encre rouge sombre. Les historiens locaux ont longtemps débattu de la nature de ce document, mais les témoignages fragmentaires qui subsistent peignent le portrait d'une époque où la charité chrétienne et la mort marchaient main dans la main, où les actes de miséricorde se mêlaient aux ombres les plus profondes de l'âme humaine. L'histoire commence en 1847, lorsque le couvent de Sainte-Marguerite ouvre ses portes aux enfants abandonnés de la région. La France traverse alors une période de famine et de troubles sociaux, et les campagnes se vident de leurs habitants les plus vulnérables. Sœur Héloïse, âgée de 34 ans, arrive de Lyon, avec la réputation d'être une femme pieuse et dévouée aux œuvres de charité. Selon les registres paroissiaux, elle avait déjà passé 15 années dans un orphelinat urbain, où sa dévotion aux enfants malades lui avait valu le respect de ses pairs. Pourtant, dès son arrivée au couvent, quelque chose dans son comportement intrigue. Les autres sœurs, mères supérieures, Agnès note dans son journal personnel que sœur Héloïse passe de longues heures agenouillée devant le crucifix de la chapelle, murmurant des prières dans une langue qu'elle ne reconnaît pas. Les premiers enfants arrivent en octobre 1847, amenés par des familles paysannes, incapables de les nourrir, ou par les autorités locales qui ramassent les orphelins dans les rues des villages voisins. Ce sont pour la plupart des enfants malades, rachitiques, marqués par la malnutrition et les épidémies qui ravagent la région. Sœur Héloïse prend immédiatement sous son aile ces petits êtres fragiles, établissant une infirmerie de fortune dans l'Aël, est du couvent. Elle tient méticuleusement un registre de leurs noms, de leurs âges approximatifs et de leur état de santé à leur arrivée. Chaque enfant reçoit un numéro inscrit à l'encre noire dans une écriture soignée, accompagnée de notes détaillées sur leurs symptômes et leurs besoins. Pendant les premiers mois, tout semble se dérouler selon les attentes d'une institution charitable de l'époque. Cependant, les lettres échangées entre le couvent et l'évêché de Besançon révèlent rapidement des préoccupations troublantes. En décembre 1847, Mère supérieure Agnès écrit à Monseigneur Mathieu pour signaler un taux de mortalité inhabituel parmi les enfants recueillis. Sur les 23 premiers arrivants, 14 sont décédés avant la fin de l'année. Malgré les soins apparemment attentifs prodigués par sœur Héloïse Lévesque, répond que de tels chiffres ne sont pas exceptionnels dans les institutions caritatives de l'époque, surtout compte tenu de l'état déplorable dans lequel arrivent ces enfants. Il recommande néanmoins une surveillance accrue des pratiques médicales et rappelle l'importance de faire appel au médecin local, le docteur Bourgard, pour tous les cas graves. Cette recommandation ne sera jamais suivie, car sœur Héloïse prétend posséder des connaissances herboristes suffisantes pour traiter les maux des enfants. Au printemps 1848, les témoignages des villageois commencent à révéler des détails troublants sur les méthodes de sœur Héloïse. Marie Guillot, une servante employée au couvent pour aider à la cuisine, rapporte au curé du village avoir entendu d'étranges chants provenant de l'infirmerie pendant les nuits de pleine lune. Elle décrit ces mélodies comme anciennes, presque païennes, mêlées aux pleurs étouffés des enfants malades. Lorsque le curé interroge sœur Héloïse à ce sujet, celle-ci explique qu'il s'agit de cantiques traditionnels de sa région natale, destinés à apaiser la souffrance des mourants. Elle ajoute que ces chants transmis par sa grand-mère ont toujours eu le don d'accompagner les âmes vers leur repos éternel. Le curé, homme simple et peu instruit, accepte cette explication et n'approfondit pas ces questions. Une décision qu'il regrettera amèrement par la suite. Les registres médicaux improvisés de sœur Héloïse, découverts avec le fameux livre au nom rayé,
révèlent une obsession morbide pour les derniers moments de chaque enfant. Elle note avec une précision troublante l'heure exacte de chaque décès, les dernières paroles prononcées, la couleur des lèvres et des ongles, la température du corps. Ces observations d'une minutie scientifique inhabituelle pour une religieuse de l'époque suggèrent une fascination qui dépasse largement les préoccupations spirituelles normales. D'une sœur soignante. Dans certaines entrées, elle décrit avec une froideur clinique les convulsions des enfants, la façon dont leurs yeux se révulsent, les râles qui s'échappent de leur gorge. Elle mentionne également des préparations à base de plantes, qu'elle administre aux enfants les plus faibles des décoctions, qu'elle prépare elle-même dans une petite cuisine attenante à l'infirmerie. L'été 1848 marque un tournant dans l'histoire du couvent. Les autorités locales, alertées par la disparition inquiétante d'enfants dans la région, commencent à s'intéresser de plus près aux activités de Sainte-Marguerite. Le préfet de police de Lons-le-Saunier reçoit plusieurs rapports de familles paysannes affirmant avoir confié leurs enfants au couvent sans jamais recevoir de nouvelles. Lorsque ces familles se rendent sur place pour demander des explications, sœur Héloïse leur annonce invariablement que leur enfant est décédé de maladie et a été enterré dans le petit cimetière derrière le couvent selon les rites chrétiens. Elle présente systématiquement un certificat de décès rédigé de sa main, daté et signé accompagné d'une petite croix de bois gravée du nom de l'enfant. Les familles accablées par la nouvelle mais respectueuses de l'autorité religieuse repartent le plus souvent sans poser davantage de questions. Pourtant, quelques témoins observateurs remarquent des incohérences troublantes dans ces déclarations. Jean-Baptiste Morel, un fermier qui a confié sa fille de 8 ans au couvent en mars 1848, revient en septembre pour la récupérer, espérant que son état de santé cesse amélioré. Sœur Héloïse lui annonce que la petite Lucienne est décédée en juin d'une fièvre maligne et lui présente une croix portant le nom de sa fille. Cependant, Morel remarque que le bois de la croix est fraîchement taillé, sans trace d'intempéries, alors qu'il devrait avoir été exposé aux éléments pendant 3 mois. De plus, lorsqu'elle le conduit au prétendu emplacement de la tombe, il constate que la terre n'a jamais été retournée et que l'herbe pousse uniformément sur toute la surface. Troublé par ces observations, il fait part de ses doutes au maire du village. Mais ses préoccupations sont balayées, d'un revers de main, par des autorités peu enclines à remettre en question l'autorité religieuse. Les notes personnelles de sœur Héloïse, griffonnées dans les marges de son registre macabre, révèlent une psyché de plus en plus dérangée au fil des mois. Elle écrit des passages entiers sur la beauté de l'innocence qui s'éteint sur la pureté des âmes d'enfants qui n'ont pas encore été corrompues par le péché du monde adulte. Dans une entrée datée d'août 1848, elle décrit avec une précision troublante le processus par lequel elle aide les enfants les plus souffrants à rejoindre les anges. Elle évoque des préparations spéciales, des tisanes aux propriétés apaisantes, qu'elle administre aux enfants dans leurs derniers moments. Selon ses propres mots, ces breuvages permettent une transition douce et paisible vers l'au-delà, libérant les petites âmes de la douleur de leur corps malade. Ces passages, rédigés dans un style mystique et dérangeant, suggèrent une rationalisation religieuse d'actes qui dépassent largement le cadre des soins palliatifs de l'époque. L'automne 1848 voit l'arrivée d'un nouvel élément perturbateur dans la routine du couvent. Sœur Marguerite, une jeune novice de 22 ans, envoyée depuis le couvent de Dijon pour aider à la prise en charge des enfants, commence rapidement à remarquer des éléments troublants dans les méthodes de sœur Héloïse. Dans une lettre adressée à sa famille et retrouvée dans les archives diocésaines, un siècle plus tard, elle décrit son malaise grandissant face aux pratiques de son aîné. Elle mentionne les longues séances nocturnes pendant lesquelles sœur Héloïse reste seule avec les enfants, les plus malades, les refusant catégoriquement toute aide ou présence témoin. Elle décrit également l'odeur étrange qui règne parfois dans l'infirmerie, une senteur douceâtre et écœurante qu'elle ne parvient pas à identifier
mêlés aux parfums habituels de l'encens et des herbes médicinales. Sœur Marguerite note également le comportement de plus en plus erratique de Sœur Héloïse envers les enfants qui montrent des signes d'amélioration, alors qu'une religieuse normale se réjouirait de voir un enfant reprendre des forces. Sœur Héloïse semble au contraire contrariée par ces guérisons inattendues. La jeune novice observe qu'elle augmente alors les doses de ses préparations médicinales, prétextant que l'amélioration apparente cache souvent une rechute plus grave. Dans plusieurs cas, elle constate que des enfants qui semblaient en voie de guérison subissent des rechutes soudaines et inexpliquées après avoir reçu les soins spéciaux de Sœur Héloïse. Ces observations troublantes poussent Sœur Marguerite à alerter Mère supérieure. Agnès, mais celle-ci de plus en plus âgée et fatiguée, préfère éviter les confrontations et fait confiance à l'expérience de Sœur Héloïse Liver. 1848-1849 marque l'apogée de l'activité morbide au couvent de Sainte-Marguerite. Les registres indiquent l'arrivée de 43 nouveaux enfants entre décembre et mars, la plupart amenés par les autorités locales qui nettoient les rues des villages environnants de leurs éléments indésirables. Ces enfants, souvent orphelins ou abandonnés par des familles incapables de les nourrir, arrivent dans un état de faiblesse extrême qui facilite le travail de Sœur Héloïse. Selon ses propres notes, elle développe pendant cette période une méthode qu'elle appelle la préparation douce, consistant en une série de traitements progressifs qui affaiblissent graduellement les défenses naturelles de l'organisme. Elle décrit ce processus comme une purification nécessaire, permettant aux âmes innocentes de se détacher plus facilement de leur enveloppe charnelle, corrompue par la maladie et la malnutrition. Les témoignages fragmentaires de cette période recueillis des décennies plus tard auprès de villageois âgés peignent le portrait d'un couvent devenu lieu de terreur silencieuse pour la population locale. Les familles pauvres continuent d'y amener leurs enfants malades faute d'alternatives, mais les rumeurs commencent à circuler sur le nombre anormalement élevé de décès. Certains villageois évoquent des bruits étranges provenant du couvent pendant les nuits, divers des chants funèbres et des gémissements qui portent loin dans l'air glacé des montagnes. D'autres mentionnent la fumée noire qui s'élève parfois de la cheminée de l'infirmerie, une fumée épaisse et malodorante qui contraste avec la fumée claire des feux de bois habituels. Ces détails consignés dans les mémoires orales de la région créent progressivement une atmosphère de suspicion et de peur autour des activités du couvent. Le printemps 1849 apporte avec lui un événement qui va précipiter la chute de Sœur Héloïse. En avril, un inspecteur diocésain, l'abbé Rousseau, effectue une visite surprise au couvent pour évaluer la conformité de ses pratiques avec les directives de l'Église. Arrivant à l'improviste, un matin brumeux, il trouve le couvent dans un état de négligence avancée avec des cellules surpeuplées, d'enfants malades et une infirmerie qui ressemble davantage à une morgue qu'à un lieu de soins. Ce qui le frappe le plus, cependant, c'est l'attitude de Sœur Héloïse face à ces questions. Lorsqu'il demande à examiner les registres médicaux et les certificats de décès, elle devient évasive et agitée, prétextant que ces documents sont conservés dans des archives difficiles d'accès. Sa nervosité évidente et ses réponses contradictoires éveillent immédiatement les soupçons de l'inspecteur l'abbé Rousseau, prolonge sa visite de plusieurs jours, observant discrètement les routines du couvent. Il remarque rapidement que Sœur Héloïse garde jalousement l'accès à l'infirmerie, refusant même aux autres religieuses d'y pénétrer sans sa permission expresse. Il note également que les enfants sous ses soins présentent des symptômes inhabituels, une somnolence excessive des yeux vitreux et une apathie qui ne correspond pas aux descriptions médicales des maladies dont ils sont censés souffrir. Lorsqu'il tente d'engager la conversation avec certains enfants plus âgés, il constate qu'ils semblent incapables de se concentrer ou de répondre de manière cohérente à ces questions. Cette observation le pousse à demander l'intervention du docteur Beauregard.
Le médecin local que le couvent n'avait jamais consulté, malgré les recommandations de l'évêché. L'examen médical du docteur Beauregard, effectué en mai 1849, révèle des éléments profondément troublants. Sur les 28 enfants encore vivants au couvent, 15 présentent des signes d'empoisonnement chronique par des substances végétales. Le médecin identifie notamment des symptômes compatibles avec l'ingestion régulière de digital, pourpré, une plante commune dans la région, mais toxique à haute dose. Les analyses rudimentaires de l'époque, effectuées sur des échantillons de tisane préparés par sœur Héloïse, révèlent la présence de plusieurs alcaloïdes dangereux mélangés à des herbes médicinales traditionnelles pour masquer leur goût amer. Le docteur constate également que plusieurs enfants décédés récemment présentent des signes physiques incompatibles avec les causes de décès officielles rapportées par sœur Héloïse. Ces découvertes conduisent immédiatement à l'arrestation de la religieuse et à la fermeture temporaire du couvent. Les interrogatoires de sœur Héloïse menés par le juge d'instruction, Camille Bernardin, entre juin et septembre 1849, révèlent une personnalité complexe et dérangée. Face aux accusations, elle nie d'abord toute intention criminelle, affirmant que ces préparations à base de plantes étaient destinées à soulager la souffrance des enfants mourants. Elle explique que sa grand-mère, une guérisseuse réputée de sa région natale, lui avait transmis des recettes ancestrales pour apaiser les douleurs et faciliter le passage vers l'au-delà. Selon ses déclarations, elle n'a fait qu'adapter ses remèdes traditionnels aux besoins spécifiques des enfants malades confiés à ses soins dans un esprit de charité chrétienne et de compassion pour leurs souffrances. Ces justifications teintées d'un mysticisme troublant ne parviennent pas à convaincre les autorités judiciaires. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, les témoignages s'accumulent pour dresser un portrait de plus en plus accablant de sœur Héloïse. Sœur Marguerite, libérée de ses vœux de silence par la gravité des accusations, révèle avoir observé sa consoeur administrer des doses croissantes de ses préparations aux enfants qui montraient des signes d'amélioration. Elle décrit des scènes troublantes, où sœur Héloïse, pensant ne pas être observée, tenait de longs monologues face aux enfants agonisants, leur expliquant qu'elle les aidait à rejoindre les anges plus rapidement pour leur éviter les tourments d'une vie de souffrance terrestre. Dans certains cas, elle l'a entendu promettre aux enfants mourants qu'ils deviendraient ses anges gardiens personnels dans l'au-delà, créant ainsi un lien mystique perturbé entre elle et ses victimes. Les fouilles menées dans les affaires personnelles de sœur Héloïse révèlent d'autres éléments troublants de sa psychologie dérangée. Dans sa cellule, les enquêteurs découvrent une collection de mèches de cheveux soigneusement conservées dans de petites enveloppes marquées des noms des enfants décédés. Chaque enveloppe contient également un petit objet personnel, un bout de tissu, un bouton, parfois même une dent de lait. Ces reliques sont organisées chronologiquement dans un coffret de bois sculpté, accompagné de prières manuscrites, dans lesquelles sœur Héloïse invoque l'intercession de ses petits saints pour la protéger dans sa mission divine. Cette découverte révèle l'étendue de son obsession morbide et sa conviction profonde d'accomplir une œuvre sacrée en libérant ses enfants de leurs souffrances terrestres. Le procès de sœur Héloïse Beaumont s'ouvre en janvier 1850 devant la cour d'assises du Jura, dans une atmosphère de scandale et d'indignation publique. L'accusation, menée par le procureur Antoine Dufresne, présente un réquisitoire accablant, basé sur 100 dictuis-chefs, d'accusations d'empoisonnement avec préméditation. Les témoignages des familles endeuillées se succèdent pendant des jours, peignant le portrait d'une femme qui a trahi la confiance sacrée placée en elle par les plus vulnérables de la société. Le médecin légiste détaille les résultats de ses analyses, confirmant la présence de substances toxiques dans les restes exhumés de plusieurs enfants. L'expert en botanique appelé par l'accusation explique les propriétés mortelles des plantes utilisées par l'accusé, soulignant qu'une personne possédant ses connaissances en herboristerie
ne pouvait ignorer les effets létaux de telles préparations. La défense de sœur Héloïse, assurée par Maître Joseph Lemaire, tente une stratégie désespérée basée sur l'irresponsabilité mentale de sa cliente. L'avocat fait témoigner plusieurs aliénistes de l'époque qui diagnostiquent chez l'accusé une forme de mélancolie religieuse aggravée par une obsession morbide de la mort. Il argumente que sœur Héloïse, convaincue de la réalité de ses visions mystiques, croyait sincèrement accomplir une mission divine en libérant les âmes innocentes de leurs souffrances corporelles. Cette stratégie innovative pour l'époque ne parvient pas à émouvoir un jury populaire scandalisé par l'étendue des crimes commis. Les témoignages d'experts médicaux soulignant la lucidité et la préméditation évidents dans les méthodes employées par l'accusé contredisent efficacement la thèse de l'irresponsabilité mentale. Pendant son procès, sœur Héloïse maintient une attitude de sérénité troublante qui dérange profondément l'assistance. Elle écoute les témoignages sans manifester d'émotion particulière, se contentant parfois de hocher la tête, comme si elle approuvait les descriptions de ses crimes. Lorsqu'elle prend la parole pour sa défense, elle prononce un discours de 2 heures, dans lequel elle explique sa mission sacrée avec une conviction inébranlable. Elle décrit ses victimes comme des élus de Dieu, qu'elle a eu le privilège d'accompagner vers la béatitude éternelle, les sauvant ainsi des tentations et des corruptions du monde terrestre. Son discours mélange de mysticisme délirant et de rationalisation pathologique, glacé d'effroi l'ensemble des personnes présentes dans la salle d'audience. La sentence prononcée le 15 mars 1850 condamne sœur Héloïse Beaumont à la peine de mort pour sang-d'Ichui, empoisonnement avec préméditation. Cependant, compte tenu de son statut de religieuse et des circonstances particulières de l'affaire, cette peine est immédiatement commuée en détention perpétuelle dans la prison pour femmes de Montpellier. L'arrêt du tribunal précise que l'accusé devra purger sa peine dans l'isolement complet, sans contact avec les autres détenus, ni avec le monde extérieur à l'exception des visites de l'aumônier de la prison. Cette mesure d'exception vise à éviter que sœur Héloïse ne puisse exercer son influence néfaste sur d'autres personnes vulnérables. Le couvent de Sainte-Marguerite est définitivement fermé et ses bâtiments sont vendus à des particuliers qui les transforment en fermes agricoles. Les années d'emprisonnement de sœur Héloïse à Montpellier sont documentées par les rapports réguliers du directeur de l'établissement pénitentiaire. Ces documents conservés aux archives départementales de l'Hérault révèlent le comportement étrange de la détenue pendant ses 23 années de captivité. Elle passe l'essentiel de son temps à écrire des lettres adressées à ses anges gardiens, c'est-à-dire aux enfants qu'elle a empoisonnés au couvent. Dans ses missives découvertes après sa mort dans sa cellule, elle leur raconte sa vie quotidienne en prison, leur demande conseil pour diverses décisions et les remercie pour leur protection spirituelle. Ces lettres, rédigées dans un style infantile et affectueux, révèlent la persistance de ses délires mystiques, malgré les années d'incarcération. L'aumônier de la prison, l'abbé Martinet, consigne dans ses rapports mensuels les entretiens troublants qu'il a avec sœur Héloïse. Selon ses observations, la détenue manifeste une forme particulière de piété qui mélange catholicisme orthodoxe et croyances superstitieuses. Elle affirme recevoir régulièrement la visite nocturne de ses victimes qui viennent lui apporter réconfort et encouragement dans sa mission terrestre inachevée. L'aumônier note qu'elle semble sincèrement convaincue de la réalité de ces apparitions, décrivant avec précision les vêtements et les expressions de chaque enfant. Ces visions loin de lui, causées de la détresse, la remplissent au contraire d'une joie sereine qui dérange profondément le religieux chargé de son accompagnement spirituel. Les gardiens de la prison rapportent également des comportements étranges chez la détenue pendant ses dernières années de vie. À partir de 1870, sœur Héloïse développe l'habitude de parler à voix haute dans sa cellule tenant de longues conversations avec des interlocuteurs invisibles. Les surveillants qui l'épinent par le judas de sa porte la voient souvent assise à sa table, écrivant fébrilement tout en s'interrompant régulièrement
pour répondre à des questions que personne d'autre n'entend. Elle semble également distribuer de la nourriture imaginaire, partageant son maigre repas avec ses visiteurs fantômes et s'excusant régulièrement de ne pouvoir leur offrir davantage. Cette détérioration progressive de son état mental culmine dans ses derniers mois de vie, où elle passe l'essentiel de son temps agenouillée face au mur de sa cellule, murmurant des litanies incompréhensibles. Sœur Héloïse Beaumont meurt dans sa cellule le 12 novembre 1873 à l'âge de 60 ans, emportant avec elle les secrets de sa folie criminelle. Le médecin de la prison attribue son décès à une cachexie généralisée, résultat de son refus de s'alimenter correctement pendant les derniers mois de sa vie. Ces dernières paroles rapportées par le gardien qui la découvre agonisante sont une invitation adressée à ses enfants bien-aimés à l'accompagner dans son voyage vers l'éternité. Sur sa table de chevet, les autorités pénitentiaires découvrent un testament manuscrit dans lequel elle lègue son âme et ses pouvoirs spirituels aux 118 enfants qu'elle a empoisonnés, leur demandant de continuer à veiller sur les innocents souffrants de ce monde. Ce document témoignage final d'un esprit définitivement dérangé est immédiatement détruit par l'administration pénitentiaire. Les archives du couvent de Sainte-Marguerite dispersées après sa fermeture refont surface de manière fragmentaire au cours des décennies suivantes. En 1887, lors de travaux de rénovation de l'ancienne église du village, les ouvriers découvrent une cache murée contenant plusieurs documents troublants. Parmi eux se trouve un journal intime tenu par Mère supérieure Agnès, dans lequel elle consigne ses soupçons grandissants sur les méthodes de sœur Héloïse. Les entrées datées de 1848 et 1849 révèlent que la responsable du couvent avait progressivement pris conscience de la nature criminelle des activités de sa subordonnée, mais qu'elle avait choisi de fermer les yeux par lâcheté et par crainte du scandale. Dans ses dernières notes écrites quelques jours avant l'intervention de l'inspecteur diocésain, elle exprime sa culpabilité et son désespoir face à l'étendue des crimes commis sous son autorité. Un autre document découvert dans cette cache est une lettre adressée à sœur Héloïse par une certaine Madame Beaumont de Lyon, vraisemblablement un membre de sa famille. Cette lettre datée de 1846 fait référence à des incidents regrettables survenus dans l'orphelinat urbain où travaillait précédemment sœur Héloïse. L'auteur de la lettre évoque des méthodes non orthodoxes et des décès suspects qui avaient conduit au départ précipité de sœur Héloïse de cette institution. Elle met en garde sa correspondante contre la répétition de tels comportements et lui rappelle les promesses solennelles qu'elle avait faites de se contenter désormais de soins traditionnels. Cette lettre suggère que les crimes du couvent de Sainte-Marguerite ne constituaient pas les premiers méfaits de sœur Héloïse, mais s'inscrivaient dans un schéma comportemental plus ancien et plus étendu. Les recherches menées au XXe siècle dans les archives lyonnaises confirment partiellement ces soupçons. L'orphelinat Saint-Vincent, où sœur Héloïse avait travaillé entre 1832 et 1846, avait effectivement connu une période de mortalité anormalement élevée pendant les dernières années de sa présence. Cependant, les registres de cette époque étant incomplets et les témoins ayant disparu, il s'avère impossible d'établir avec certitude la responsabilité de sœur Héloïse dans ses décès antérieurs. Les historiens contemporains estiment que le nombre total de ces victimes pourrait largement dépasser les 118 cas officiellement répertoriés au couvent de Sainte-Marguerite. Cette hypothèse transforme l'affaire Beaumont en l'une des séries criminelles les plus meurtrières de l'histoire française du XIXe siècle, rivalisant avec les crimes les plus célèbres de l'époque. L'impact de l'affaire Beaumont sur la société française de l'époque dépasse largement le cadre judiciaire immédiat. Les journaux nationaux s'emparent du scandale pour alimenter les débats sur la place de l'Église dans l'assistance publique et sur le contrôle des institutions caritatives. L'affaire contribue à renforcer les arguments de ceux qui prônent la laïcisation de l'aide sociale et le renforcement du contrôle étatique sur les établissements religieux.
Paradoxalement, elle inspire également une série de réformes au sein de l'Église catholique, qui impose désormais des inspections régulières de ces institutions caritatives et exige la présence d'un médecin qualifié dans tous les établissements accueillant des enfants. Ces mesures adoptées progressivement dans les années 1850 témoignent de la volonté de l'institution religieuse de restaurer sa crédibilité après le scandale du couvent de Sainte-Marguerite. La ferme qui remplace le couvent devient rapidement le théâtre de phénomènes étranges qui alimentent les superstitions locales pendant des décennies. La famille Rousset, qui rachète les bâtiments en 1851, signale dès la première année des difficultés inexpliquées avec leur bétail. Leurs vaches, pourtant en bonne santé, refusent obstinément de paître dans le champ, qui correspond à l'ancien emplacement de l'infirmerie de sœur Héloïse. Les moutons manifestaient une agitation constante lorsqu'ils approchent de cette zone et plusieurs veaux nouveau-nés sont retrouvés morts sans cause apparente. Le vétérinaire local, appelé à plusieurs reprises, ne parvient pas à expliquer ces phénomènes par des causes naturelles. Ces incidents poussent finalement la famille Rousset à abandonner l'élevage pour se consacrer exclusivement à la culture céréalière, évitant ainsi de faire paître leurs animaux sur les terres maudites. Les ouvriers agricoles employés par les Rousset rapportent également des expériences troublantes lors des travaux de rénovation des anciens bâtiments conventuels. Plusieurs d'entre eux affirment avoir entendu des pleurs d'enfants provenant des caves de l'ancienne infirmerie, particulièrement pendant les nuits. Divers d'autres mentionnent avoir aperçu des silhouettes d'enfants aux fenêtres des étages supérieurs, toujours à la même heure, vers 3 heures du matin. Ces témoignages, initialement attribués à l'imagination superstitieuse des paysans, se multipliant au point que certains ouvriers refusent de travailler seuls dans les bâtiments. La famille Rousset, embarrassée par ces histoires qui nuisent à la réputation de leur exploitation, interdit finalement à ses employés d'évoquer ces phénomènes sous peine de renvoi immédiat. En 1863, lors de travaux d'agrandissement de la cave, les ouvriers font une découverte macabre qui relance l'intérêt pour l'affaire. Beaumont creusant les fondations pour construire un nouveau cellier, ils mettent au jour une fosse commune contenant les restes de plusieurs dizaines d'enfants. Les ossements soigneusement examinés par le médecin légiste de Lons-le-Saunier révèlent des traces de violence qui n'avaient jamais été mentionnées lors du procès de sœur Héloïse. Plusieurs crânes présentent des fractures caractéristiques des coups, portés avec un objet contondant, suggérant que certains enfants ont été tués par des moyens plus directs que l'empoisonnement lent. Cette découverte remet en question la version officielle des crimes et suggère que sœur Héloïse avait peut-être eu des complices ou que ses méthodes étaient plus variées qu'initialement établies. L'enquête supplémentaire, menée suite à cette découverte, révèle l'existence de témoignages occultés lors du procès original. Plusieurs villageois affirment avoir vu pendant la période d'activité du couvent des hommes en vêtements civils se rendre discrètement à Sainte-Marguerite pendant la nuit. Ces visiteurs mystérieux, décrits comme des bourgeois de la ville ou peut-être des notables locaux, arrivaient toujours seuls et repartaient avant l'aube. Certains témoins suggèrent que ces hommes venaient commander des services particuliers à sœur Héloïse, profitant de son expertise pour éliminer des enfants gênants ou indésirables. Cette hypothèse, jamais formellement prouvée, ouvre la perspective terrifiante d'un réseau organisé, d'infanticide déguisé en œuvre charitable avec sœur Héloïse comme exécutante d'un système plus vaste et plus sinistre. Les archives notariales de la région révèlent également des transactions financières suspectes liées au couvent pendant la période d'activité de sœur Héloïse. Plusieurs versements importants provenant de sources non identifiées sont enregistrés sur les comptes de l'institution entre 1847 et 1849. Ces sommes largement supérieures aux dons habituels reçus par les établissements caritatifs de l'époque suggèrent que le couvent bénéficiait de financements occultes en échange de services particuliers.
L'origine de ces fonds reste mystérieuse, les documents bancaires de l'époque étant incomplets, et plusieurs témoins clés ayant disparu ou étant décédés avant de pouvoir témoigner. Cette piste financière explorée par les historiens du XXe siècle renforce l'hypothèse d'une organisation criminelle plus large que les seuls crimes individuels de Sœur Héloïse. La correspondance privée de notables locaux de l'époque, découverte au hasard de successions familiales, contient parfois des allusions cryptiques aux services spéciaux du couvent de Sainte-Marguerite. Une lettre de 1848, écrite par un riche négociant de Lons-le-Saunier à son frère parisien, évoque la solution définitive au problème de la petite bâtarde et mentionne les tarifs raisonnables pratiqués par notre charitable sœur du Jura. Ces références indirectes, rédigées dans un langage codé compréhensible aux seuls initiés, suggèrent l'existence d'un marché clandestin de l'infanticide qui utilisait la couverture religieuse du couvent pour opérer en toute impunité. Les familles bourgeoises confrontées au scandale des naissances illégitimes ou des enfants handicapés trouvaient dans les services de Sœur Héloïse une solution discrète et socialement acceptable. L'analyse moderne des registres paroissiaux de la région révèle également des anomalies statistiques troublantes pour la période 1847-1849. Le taux de natalité officiel diminue anormalement dans plusieurs villages environnants, sans explication démographique ou économique satisfaisante. Parallèlement, les registres de décès des enfants en bas âge présentent des lacunes suspectes, avec de nombreuses entrées rayées ou modifiées. A posteriori, ces manipulations documentaires, probablement effectuées avec la complicité de curés locaux corrompus ou intimidés, visaient à dissimuler l'ampleur réelle du trafic d'enfants organisé autour du couvent. La reconstruction de ces données entreprises par des généalogistes contemporains suggère que le nombre total d'enfants victimes du réseau pourrait atteindre plusieurs centaines, transformant l'affaire Beaumont en génocide silencieux d'une ampleur sans précédent. Les mémoires orales des familles paysannes de la région conservent encore aujourd'hui des traces de cette période sombre. Les anciens du village racontent à voix basse des histoires transmises par leurs grands-parents, évoquant les nuits où des enfants disparaissaient mystérieusement de leur berceau, pour réapparaître le lendemain matin, froids et immobiles, prétendument emportés par une maladie subite. Ces récits mêlant faits historiques et légendes populaires décrivent Sœur Héloïse comme une figure de cauchemar qui hantait les campagnes jurassiennes, enlevant les enfants malades ou indésirables pour les conduire vers une mort programmée. La persistance de ces témoignages oraux, malgré le passage des générations, témoigne de l'impact psychologique durable de ces crimes sur la conscience collective locale. La légende veut que Sœur Héloïse ait emporté dans sa tombe le secret de l'emplacement exact de toutes ses victimes. Selon certains témoignages tardifs, elle aurait confessé sur son lit de mort l'existence de plusieurs autres fosses communes, dissimulées dans la région, mais les autorités pénitentiaires n'ont jamais retrouvé trace de ces aveux. Des chercheurs de trésors amateurs continuent sporadiquement à fouiller les environs de l'ancien couvent, convaincus que d'autres sépultures clandestines attendent d'être découvertes. Ces recherches, menées sans autorisation officielle et souvent basées sur des indications fantaisistes, n'ont jamais abouti à de nouvelles découvertes significatives, laissant planer le mystère sur l'étendue réelle des crimes commis. L'ancien registre de Sœur Héloïse, avec ses 118 noms soigneusement rayés, à l'encre rouge, reste exposé aujourd'hui dans une vitrine du musée départemental de Lons-le-Saunier. Les visiteurs s'arrêtent souvent longuement devant ce document, troublés par la froideur méthodique avec laquelle chaque décès a été consigné et barré. L'encre rouge, analysée par des experts modernes, s'est révélée être un mélange artisanal contenant des pigments d'origine végétale et de manière plus troublante des traces de sang humain. Cette découverte récente ajoute une dimension supplémentaire à l'horreur de l'affaire, suggérant que Sœur Héloïse utilisait le sang de ses victimes
pour marquer symboliquement leur passage dans son registre macabre. Le livre semble porter en lui une malédiction persistante. Plusieurs conservateurs successifs ayant rapporté des cauchemars récurrents après l'avoir manipulé. Le dernier mystère de l'affaire. Beaumont concerne le sort du fameux coffret contenant les reliques personnelles des enfants victimes. Confisqué lors de l'arrestation de sœur Héloïse et utilisé comme pièce à conviction pendant son procès, ce coffret a mystérieusement disparu des archives judiciaires dans les années 1920. Les registres de l'époque mentionnent son transfert vers les archives départementales du Jura, mais aucune trace de sa réception n'a jamais été retrouvée. Certains historiens soupçonnent qu'il a été dérobé par un collectionneur de curiosités macabres, tandis que d'autres évoquent une destruction volontaire par des autorités soucieuses d'effacer les dernières traces de cette sombre affaire. Quelle que soit la vérité, cette disparition prive les historiens d'un élément crucial pour comprendre pleinement la psychologie dérangée de sœur Héloïse. Aujourd'hui, encore près de 2 siècles après les crimes du couvent de Sainte-Marguerite, l'affaire Beaumont continue de susciter questions et hypothèses. Les techniques modernes d'investigation criminelle appliquées rétrospectivement aux preuves conservées révèlent régulièrement de nouveaux détails troublants qui complexifient la compréhension de cette tragédie. L'analyse ADN des ossements découverts en 1863 a permis d'identifier l'origine géographique de certaines victimes, révélant que des enfants venaient de régions très éloignées du Jura, suggérant l'existence d'un réseau de transport organisé. Ces découvertes scientifiques impossibles à l'époque du procès transforment progressivement notre perception de l'affaire, la faisant évoluer d'un cas de folie criminelle individuelle vers un système organisé d'une ampleur européenne. Les 118 noms rayés dans le registre de sœur Héloïse ne représentent peut-être qu'une fraction, visible d'une réalité plus vaste et plus terrifiante. Dans le silence glacé des archives, entre les pages jaunies des témoignages oubliés, subsiste l'écho d'une époque où la charité chrétienne servait de masque aux instincts les plus sombres de l'humanité. Le mystère de Sainte-Marguerite demeure entier, portant en lui la trace indélébile d'une vérité que personne n'ose formuler entièrement. Quelque part dans les collines désolées du Jura, sous la terre froide et les herbes folles, reposent encore les secrets que sœur Héloïse a emportés dans sa tombe, et ses 118 anges gardiens continuant leur veille silencieuse, gardiens éternels d'une innocence à jamais perdue.